Oui, c'est là, c'est ce qui était prévu aujourd'hui en partie. Bien, nous allons commencer le TD. C'est le dernier TD avant votre CC qui aura lieu dans 15 jours. Alors, sur quoi le contrôle va porter? Le contrôle va porter sur, j'allais dire, un embryon de dissertation dans le sens où vous aurez un sujet sur lequel vous devriez proposer une introduction, un plan détaillé et la conclusion. Le- la durée de l'épreuve est de 2 heures. La, Le cadre, on va dire, de l'interrogation sera, on va dire, l'évolution du système scolaire du début du 19e siècle à nos jours. C'est-à-dire que la première partie du premier CM où j'expliquais d'où venait l'école euh, et quels avaient été, on va dire, les apports des différents plans de la Révolution française ne seront pas, on va dire, au programme des révisions et du devoir que je proposerai. Alors aujourd'hui, on va justement faire un peu une simulation de ce que vous allez devoir faire dans 15 jours, c'est-à-dire je vais vous proposer un sujet, on va voir comment le traiter. Le sujet que je vous proposerai dans 15 jours, sur le plan de la méthodologie, euh, sera quasi identique. Hein. Ouais, ça veut dire que ce que vous allez voir aujourd'hui sur le plan de la méthodologie, ça fonctionnera pour le CC que vous aurez à traiter dans 15 jours. Alors, aujourd'hui, on va avoir une part de travail méthodologique et une part de travail de réflexion de votre part. Et cette part de réflexion, elle devra vous amener à mobiliser un peu les connaissances que vous auriez pu acquérir à l'issue des CM et des TD auxquels vous avez pu assister. Alors, je vais dans un premier temps vous soumettre un sujet. Alors, ce que je vais vous demander, ce n'est pas d'essayer de voir comment, ce que vous allez répondre, de quoi va traiter le sujet, mais vous allez essayer d'en percevoir les exigences, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on va attendre comme type de réponse, comme forme de réponse. Donc, à la limite, euh, voir ça, on va dire, avec un peu de recul, hein, la formulation du sujet, elle pourrait être traitée d'autres choses. Il y a, on va dire, un peu une structure du sujet qui va vous commander un certain nombre d'exigences pour la réponse du sujet. Donc, dans un premier temps,
Et là, le sujet est très court, hein, 2-3 minutes, ça vous suffit. Donc, la première chose, à quel type de sujet vous avez affaire? Ensuite, quelle forme doit prendre la dissertation qui doit répondre à votre sujet? Alors, quelles sont les informations, si la question, ce dont je viens de vous parler, vous parle pas trop, réfléchissez sur quelles informations vous tirez de ce sujet. C'est-à-dire quelles sont les informations que vous devez prendre en compte pour répondre à ce sujet. Alors, avant de rentrer sur les mots-clés, on va dire la structure du sujet lui-même. Alors, Marc-André, on va dire, rentre un peu déjà dans la résolution du sujet. Il donne quand même des éléments importants. Le sujet, malgré qu'il n'y ait pas de date, il est borné. D'accord? Il est borné, on va dire, à la fois au début et à la fois à la fin on va dire, de l'ère ou de la période sur laquelle vous devez réfléchir. Donc, on est face à un devoir d'histoire, hein, qui est borné, on va dire, alors, depuis Jules Ferry, c'est de quelle période? De quand datent les lois de Jules Ferry? Voilà, depuis, comme dit Joy, depuis 1881, 1882. La première loi Jules Ferry, 1881. La deuxième loi Jules Ferry, 1882. Donc, on a une bonne. Donc, euh, ça, c'est, on va dire, un des premiers éléments. Et donc, la première borne, c'est, on va dire, un peu le début de notre réflexion. Et la deuxième borne, elle reste ouverte, hein, puisque ça sous-entend qu'on va réfléchir jusqu'à notre époque. D'accord. Avant de rentrer dans le traitement, d'approfondir un peu plus le traitement du sujet, il y a un autre, quand vous lisez le sujet, quand vous regardez le sujet, il y a un autre point important. Un autre élément important, j'ai un peu vendu la mèche quand j'ai parlé de points importants. Alors, là, tu es dans les mots. Là, je suis en train de parler de. On reste toujours sur la forme du sujet. Et ce sujet a une forme bien particulière, donc il va entraîner euh,
j'allais dire, une, une réponse bien particulière. C'est une question, oui. Alors, Maxime a l'air de dire, de, de ressentir ça comme étant, j'allais dire, une lapalissade. Mais sur ce type de sujet, en général, ça fait depuis une vingtaine d'années, entre ce que j'ai fait à l'IUFM, où je préparais les candidats au CAPES, hein, et puis le travail que j'ai fait à l'UFR, ce type de sujet, en général, on avait un tiers des étudiants qui avaient vu que c'était une question, et donc qui répondaient à la question. Ce qui voulait dire qu'il y avait deux tiers des étudiants qui ne répondaient pas à la question, donc forcément, ils avaient des devoirs qui ne pouvaient pas atteindre la moyenne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que c'est une question? Ça veut dire que vous devez répondre à la question. Et qu'est-ce qui va se charger de répondre à la question dans votre introduction? Quel est l'élément qui va nous permettre de voir que vous répondez à la question? Ça va être la problématique. Donc, quand vous allez commencer à traiter le sujet, quand vous allez commencer à arriver, j'allais dire, à la rédaction de votre problématique, vous devez avoir un premier contrôle, c'est est-ce que votre problématique répond à la question qui est posée dans le sujet. Donc, cet élément peut vous paraître très, j'allais dire, très anodin, mais il est tellement anodin qu'en général, deux tiers d'une promotion ne le voient pas. Donc, je vous mets bien en garde. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sujet que vous allez avoir au contrôle continu, c'est un sujet donc qui sera une question. Donc, la problématique, votre problématique devra être une réponse au sujet qui vous est présenté, qui vous est posé. Donc, maintenant, on va revenir un peu comment dirais-je, dans vos habitudes. J'ai lu que l'un d'entre vous parlait de mots-clés. Alors, quels sont les mots-clés? Alors, il y a système scolaire, on peut dire français, on peut rajouter. Alors, on a système scolaire français, on a démocratisation. Donc, on va dire que ça, c'est ou démocratiser. Hein. Donc, pourquoi il est important de repérer les... Et puis, on a évidemment loi de Jules Ferry. Hein, parce que les lois de Jules Ferry, pourquoi les lois de Jules Ferry sont des mots-clés importants? On en a vu une raison tout à l'heure, parce que le fait de faire référence aux lois de Jules Ferry borne le sujet. Et pourquoi ce mot-clé est important? Alors, la problématique, c'est toujours dans l'intro. La problématique, c'est ce qui vous permet de dire, de présenter ce dont vous allez traiter. Et c'est ce qui va permettre d'annoncer votre plan.
C'est-à-dire que votre plan est la réponse à votre et la solution de votre problématique. Alors, c'est un moment, oui, mais ça, c'est un moment important dans l'histoire, d'accord. Mais pourquoi dans le traitement de votre sujet, c'est un mot-clé? Alors, bon, on va faire un temps mort. On va revenir sur cette notion de problématique et d'annonce du plan. La problématique, ça va être la réponse à la question qui vous est posée. D'accord? Et ce qui va suivre votre problématique, c'est l'annonce du plan qui, en fait, expose la démarche de votre réponse. Une problématique, ça se formule pas ou très peu en forme de question. Ça se formule, pardon, ça se formule rarement par une question. Une problématique, c'est une hypothèse, c'est une affirmation qui est la réponse au sujet. Que le sujet soit rédigé à partir d'une question ou que le sujet entraîne la mise en avant d'une question. Votre problématique, ça, en général, ça s'introduit par des formules du type notre hypothèse sera ou nous montrerons que, etc. Ou pour répondre au sujet, nous développerons l'idée que, hein, la problématique, c'est ce que vous allez vouloir montrer. Et ce que vous voulez montrer, vous allez avoir, on va dire, plusieurs parties pour le démontrer. Alors, il y a des devoirs où il y a 2 parties, il y a des devoirs où il y a 3 parties. Hein. Donc, dans votre introduction, vous allez analyser le sujet, vous allez questionner le sujet. Parfois, vous pouvez même reformuler le sujet et vous allez déboucher sur une problématique. Et après avoir annoncé votre problématique, la problématique, c'est finalement qu'est-ce que va contenir votre devoir, qu'est-ce que vous allez montrer dans votre devoir. Une fois que vous avez annoncé votre problématique, vous annoncez votre plan, c'est-à-dire comment vous allez démontrer votre problématique en plusieurs parties. Et l'annonce du plan, c'est de dire, dans ma première partie, nous montrerons que, dans un deuxième temps, nous verrons que, dans un troisième temps, si vous avez trois parties. Maintenant, si vous avez 2 parties, dans un premier temps, hein, nous montrerons, etc., etc. Voilà, la problématique, c'est plutôt une phrase, voire 2, la problématique, c'est une affirmation. C'est ce que vous allez chercher à montrer dans votre développement. Et pour permettre la compréhension de votre développement, vous annoncez votre plan. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou est-ce qu'il y a des questions là pour qu'on puisse continuer sur l'analyse du sujet?
hein, par rapport à cette notion de problématique et de plan. Ah, ça sera en présentiel, oui. Normalement, ça doit être déjà affiché, je pense. Ouais, ça sera en salle 100B. Donc on revient, j'allais dire, aux mots-clés. On peut passer, on peut retourner sur les mots-clés. Bien. Alors, on avait vu un premier mot-clé système scolaire français, un deuxième mot-clé démocratisé, et on a un troisième mot-clé qui est l'adoption des lois Ferry. Ce mot-clé, il a une double fonction. C'est pour ça qu'il est important. Le premier, c'est de borner le sujet, hein, puisque on nous dit depuis l'adoption donc ça borne le sujet, ça cristallise le fait qu'on est dans un devoir d'histoire, hein, et en fonction de la façon dont est posée la question, on voit bien qu'on doit réfléchir depuis cette période-là à nos jours. Maintenant, c'est aussi un mot-clé parce qu'il faudra qu'on s'intéresse au contenu de ces lois. Donc, pour, pourquoi c'est important de reconnaître les mots-clés? Une fois qu'on a reconnu les mots-clés, qu'est-ce que l'on doit faire avec ces mots? Ou qu'est-ce que l'on doit faire de ces mots? Les définir. Donc on reviendra sur la définition. D'accord. Maintenant, on a repéré tous ces mots. Maintenant, il faut qu'on commence à donner du sens au sujet. D'accord. C'est-à-dire que essayer de comprendre la question et de voir si cette question ne contient pas des sous-entendus. Alors ici, il y a la question comporte un sous-entendu très important parce que c'est ça, c'est ce sous-entendu qui va, j'allais dire, don, donner la base de votre réflexion. Quel est le sous-entendu dans cette question quand on dit peut-on dire que le système scolaire français s'est démocratisé depuis l'adoption des lois Ferry? Qu'est-ce que sous-entend cette question?
Alors non, quand tu dis, Bastien, quand tu dis peut-être qu'il s'est développé d'un sens mais d'un autre non, euh, là c'est parce que tu fais appel de manière implicite à la notion de démocratisation. Là on n'est pas encore rentré dans la définition du terme démocratisé ou du terme démocratisation. D'une manière générale, euh, si vous avez une question qui vous dit, peut-on dire que machin s'est vu transformé ou s'est vu par exemple démocratisé depuis l'adoption de telle loi, ça sous-entend quoi? Quand on vous demande est-ce que il y a eu une démocratisation de mise en place à partir d'un moment? Alors pour reprendre ce que dit Henrik, on va inverser la proposition. Ce qui est sous-entendu, c'est qu'avant les lois de 2000, enfin avant les lois de Jules Ferry, le système scolaire n'était pas démocratisé, n'était pas démocratique, pas dans le sens, on va dire, politique, hein, mais dans le sens d'égalitaire. Ce qui est sous-entendu dans cette question, on va vous le montrer, c'est vous devriez arriver à montrer au moment où ont été promulguées les lois de Jules Ferry, on avait un système scolaire qui n'était pas démocratique. Et que on va, la question vous demande, est-ce que ça s'est démocratisé? Donc vous allez devoir répondre et montrer si ça s'est démocratisé, comment ça s'est démocratisé, dans quelle mesure, etc. Donc ce qui va être important dans un premier temps, et là on voit bien qu'on a du temps hein, de réflexion, c'est définir les mots-clés. On va laisser de côté pour l'instant les lois du Ferry, mais vous devez définir système scolaire français, d'accord? Et vous devez le définir de telle manière qu'il vous permet de réfléchir et de commencer à répondre à la question. Vous devez définir démocratisation ou démocratiser. Allez, vous réfléchissez 2-3 minutes. Alors quand je dis définir, par exemple, le système scolaire, qu'est-ce que vous faites ressortir de caractéristiques du système scolaire, on va dire,
Alors c'est là, qu'est-ce que tu entends par ça doit être propre? Alors une discussion, ça, soit tu peux sortir une définition. Il y a certains termes, il suffit de sortir une définition d'un dictionnaire. Ici, on est, on va dire, dans des, on est plus dans des notions, donc on va pas pouvoir arriver à sortir une définition, on va dire type définition du dictionnaire. Donc, par contre, si on s'arrête au terme de démocratisation, on a des gens qui ont travaillé sur ces notions-là. Donc, tu peux, à la limite, définir ces termes-là, et tu as intérêt de définir ces termes-là en reprenant euh, des, euh, des définitions de ces gens-là. Maintenant, euh, donc, sur le système scolaire, c'est la même chose. Tu peux, toi, essayer de déterminer, de définir ce qui peut qualifier ou décrire ce qui est le système scolaire. Mais il y a pas un petit piège, il y a une complexité dans le terme système scolaire. Ouais, certains pourraient prendre ça pour un piège. Là, c'est parce qu'on est dans un sujet d'histoire. Alors, quel est le petit piège, sinon plutôt la difficulté qu'il y a à définir le système scolaire français? Qu'est-ce qu'on va chercher à définir dans le terme système scolaire français? Ah, voilà, alors on va essayer de le définir avant les lois. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va mettre en évidence? Voilà, comme dit Henrik, hein, euh, on va définir le système scolaire par sa structure, c'est-à-dire les deux ordres. Il faudra aller un peu plus loin, hein, dire justement, il y a deux ordres, et puis qu'est-ce qu'on va mettre en évidence quand on parle des deux ordres, notamment pour rester dans le cadre du sujet. Quelle était la caractéristique finalement de ce système à deux ordres ou à deux écoles le peuple et l'élite. Alors donc, là, ça ne suffit pas, tu es sur la piste, mais ce qu'il faut arriver à montrer, c'est que ces deux ordres
sont inégalitaires. On a une école, et qu'est-ce qu'on montre? On montre que c'est une école inégalitaire qui se fonde sur la structure sociale. On a l'école du peuple, hein, qui est l'école primaire, qui va ouvrir, on va dire, à ce qu'on peut appeler des petits métiers, entre guillemets, les métiers manuels, alors que l'école secondaire, qui est l'école de l'élite sociale, de la haute bourgeoisie, c'est l'école qui ouvre vers les métiers reconnus. Est-ce qu'il suffit, quand on développe, lorsque l'on définit le terme de système scolaire français, est-ce qu'il suffit de définir le système à l'époque de Jules Ferry? Et, et quand on va parler de l'école avant Jules Ferry, c'est aussi une école qui est divisée en deux, mais une école qui ne scolarise pas tout le monde. Hein, on a le système qui est lui-même injuste, mais il est doublement injuste parce qu'il ne permet pas la scolarisation de tout le monde. Hein, on a vu que les enfants des foyers très pauvres, malgré les lois du Second Empire, où on a créé les bourses, où on a créé les caisses des écoles, malgré cela, les enfants des familles d'extraction sociale très basse n'allaient pas à l'école, comme les filles n'allaient pas à l'école. Donc, on a toutes ces caractéristiques à faire ressortir, puisque l'on va traiter d'un sujet sur la démocratisation. La démocratisation, c'est le cœur du sujet. Mais on ne va pas pouvoir traiter de la démocratisation si on ne met pas en évidence que le système scolaire n'est pas démocratique. Donc, votre définition va devoir révéler ces choses-là. Il ne va pas suffire d'exposer en disant que c'est une école qui est basée sur deux ordres. Il faut que vous montriez que cette école basée sur deux ordres est injuste. Et qu'elle est injuste socialement, parce que la démocratisation, c'est bien la mise à disposition de tous sans distinction de classe sociale. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, on a vu, on a cette définition, on a cette caractéristique. Maintenant, est-ce que ça suffit de vouloir caractériser et définir l'école avant Jules Ferry?
Je disais, est-ce qu'il suffit, lorsque l'on veut définir lorsque l'on définit le système scolaire français, est-ce qu'on a fini est-ce qu'il suffit de définir le système scolaire français au moment de la promulgation des lois Jules Ferry, ou est-ce qu'il faut qu'on envisage un complément à cette définition? Alors, quel serait ce complément? Et là, il est lié, on va dire, à la nature du sujet, et plus précisément, il est lié à la nature de la période sur laquelle on vous demande de réfléchir. Alors, vous avez un sujet qui porte sur une période longue. Hein. On a un sujet qui porte sur une période qui fait presque un siècle et demi. D'accord? Donc, lorsqu'on décrit le système scolaire français, on va devoir, j'allais dire, à minima, décrire, comme vous l'avez fait, le système scolaire français au moment de l'adoption des lois Jules Ferry, et puis décrire le système français à l'heure actuelle. Et parce que la question qui se sous-entend, est-ce que le changement ou la transformation du système scolaire français, est-ce qu'elle a conduit à une démocratisation du système scolaire français? Et donc là, on voit bien, hein, on a une école qui est divisée en deux parties hermétiques. Et la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que depuis les lois de Jules Ferry, cette école divisée en deux écoles hermétiques s'est démocratisée en devenant une école unique? Hein? Ou est-ce que le fait d'être passé d'une structure de deux écoles hermétiques à une structure d'une école unique a permis la démocratisation du système scolaire français? D'accord? Alors, maintenant, est-ce que cette définition de l'école unique, on la met dans l'introduction ou est-ce qu'on va la traiter dans le sujet? Après, dans le développement du sujet. Après, c'est un choix, j'allais dire, stratégique, un choix tactique de la part de l'étudiant. Mais pour la compréhension, il est
plus aisé de l'envisager, on va dire, dans l'introduction du sujet. Donc, on voit bien que là, ce qui va nous importer dans la définition du système scolaire, c'est finalement appuyer notre définition sur la structure de ce système scolaire pour justement montrer qu'on n'a pas un système démocratique, qu'on n'a pas un système égalitaire. D'accord? Maintenant, un peu plus facile. La, la définition du terme démocratisation. Alors ça, c'est, on va dire, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. On a les définitions du dictionnaire, qui sont des définitions qui sont valables un peu pour, je vais dire, d'une façon générale. Maintenant, je ne sais plus si c'était lors du dernier TD ou du CM avant, j'ai abordé la démocratisation sous des angles différents, en m'appuyant notamment sur les travaux d'Antoine Prost. Alors, à minima, Antoine Prost, il a parlé de deux démocratisations. Quelles sont-elles? Hein? Antoine Prost a parlé de démocratisation quantitative et de démocratisation qualitative. D'accord? À quoi ça correspond la démocratisation quantitative? Voilà. Alors Joy nous sort la définition que je vous avais donnée. Finalement, la démocratisation quantitative, ça rend compte de ce que Henrik nous a dit tout à l'heure en reproduisant la définition du Larousse. Et la démocratisation, alors, en ce qui concerne l'école,
la démocratisation, on va dire, quantitative de l'école, c'est finalement l'école égalitaire. C'est-à-dire, c'est l'école qui accepte tout le monde, hein, l'école qui va scolariser l'ensemble des enfants de la nation. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est que la démocratisation qualitative? Alors, comme dit Joyce, alors c'est pas briller, c'est de briguer. Ça doit être l'orthographe automatique, la saisie automatique là, qui a transformé le mot. Hein. On va parler de démocratisation qualitative, c'est quand la réussite scolaire ne dépend pas de l'extraction sociale de l'élève. Hein. Et là, on va parler, quand on parle de démocratisation qualitative, on va parler d'école équitable, c'est-à-dire une école dans laquelle on donne les moyens à tous de réussir. On voit que la démocratisation quantitative, c'est ouvrir l'école à tous, et la démocratisation qualitative, c'est donner les moyens de réussite à tous. Voilà, Joy reprend la définition mot pour mot là, de ce qu'a donné, Prost. Hein. C'est mettre un terme à toute corrélation entre l'origine sociale des élèves et la voie vers laquelle ils s'orientent. Alors que quand on voit l'école de 1880, on était fils d'ouvrier, on est allé à l'école primaire. On était fils d'avocat, fils de docteur ou fils de cadre supérieur dans une entreprise, où on était fils d'entrepreneur, etc. On allait dans le secondaire, collège et lycée. Donc, là, on a défini presque tous nos termes clés, nos mots-clés. On va voir comment on va utiliser ces définitions. Mais là, on voit déjà, hein, le dernier terme des mots-clés, c'était les lois de Jules Ferry en 81 et 82. Donc, se poser la question, hein, quand on voudra les définir, de montrer en quoi ces lois ont permis de mettre en avant en quoi elles permettaient cette démocratisation. Et là, on voit qu'il y a deux formes de démocratisation. Donc là, on va déjà pouvoir se poser la question de savoir à quelle forme de démocratisation répondait les lois de Jules Ferry. Alors, avant qu'on avance plus, on va faire un bilan de ce qu'on a fait. Alors, c'est une question, donc la problématique devra y répondre. La définition des termes importants amènera peut-être une réponse nuancée. Et là, on voit déjà que c'est pas peut-être, c'est sûrement, hein, puisque dans la définition du terme de démocratisation, hein, on sent qu'il va falloir apporter une nuance. Le sujet est borné. Hein. On a vu le sujet des bornés des lois de Jules Ferry jusqu'à nos jours. Et donc, le sujet suggère une évolution. Donc, il faudra faire un état des lieux du début et de la fin. Hein.
Un petit rappel, on est dans un sujet d'histoire, hein. Les sujets d'histoire invitent à contextualiser les discours, les réponses devront en tenir compte. Alors la définition des termes, hein, décrire la structure, hein, en 1880 et maintenant, démocratiser, donc on a vu que on allait à minima utiliser la différenciation quantitative et qualitative. Et puis, on a les lois de Jules Ferry. Maintenant, une fois qu'on a déterminé les, comment dirais-je, défini les termes, on peut peut-être reformuler le sujet. La reformulation cherchant plus de précision. Donc, ce que je proposais, peut-on dire qu'en se structurant sur la base d'une école unique, le système scolaire français caractérisé par deux écoles hermétiques l'une à l'autre s'est démocratisé d'un point de vue quantitatif et qualitatif depuis les lois Ferry. Là, on voit l'intérêt de reformuler le sujet en intégrant les définitions que l'on a mises en avant. Parce qu'on va avoir une question générale qui va bien prendre les définitions, hein, la compréhension des mots. Hein. Donc là, on a véritablement une réduction du champ de la réflexion et une orientation du champ de la réflexion. Alors, pour répondre à Henrik, parler de la démocratisation, c'est un choix que tu peux faire. Hein. Je vous ai donné différentes acceptations du terme démocratisation. D'accord? Maintenant, il faut que vous soyez capable de pouvoir faire fonctionner les définitions que vous donnez. Et dans un premier temps, hein, il me semble que réfléchir sur le terme j'allais dire la balance entre quantitatif et qualitatif ou l'opposition qu'il peut y avoir entre quantitatif et qualitatif, c'est ce qui est le plus efficace pour vous. Maintenant, si tu veux utiliser les définitions qu'on a vues sur la démocratisation de la sélection et démocratisation de la réussite, tu peux aussi le faire. Donc, je reviens à la reformulation de la question du sujet. C'est un outil que j'utilise. Maintenant, d'autres ne l'utilisent pas. Moi, c'est une manie que j'ai pris depuis que j'ai passé les concours et c'est une manie que j'ai développée avec les étudiants quand ils préparaient les concours du CAPES. Et je me suis rendu compte que ça a aidé dans la suite de l'analyse du sujet. Maintenant, c'est quelque chose d'académique. Et la reformulation du sujet, vous pouvez la faire sur votre papier, vous pouvez la faire dans votre tête. Elle n'est pas obligée d'apparaître dans votre introduction. Mais ici, on voit bien que la reformulation du sujet, elle pose les bases de votre réflexion. Alors, cette question générale, elle va en amener d'autres. Donc là, vous allez essayer d'interroger ce sujet. On a défini les termes.
Et les questions doivent croiser ces termes. Donc, vous allez prendre 4-5 minutes pour essayer d'interroger, on va dire, cette reformulation du sujet. À partir de questions qui prennent en compte les définitions que l'on a utilisées. Ça sent bon, en tout cas. Ouais. C'est le vieux, mais ils étaient là tous les trois. Alors, vous devez faire quoi? Là, on a reformulé le sujet en reprenant, on va dire, en développant les définitions des termes du sujet. Donc, là, on a une question qui est générale. Est-ce qu'on peut dire que finalement, le système scolaire, hein, l'école, en se structurant sur la base d'une école unique, le système scolaire français caractérisé par deux écoles hermétiques l'une à l'autre s'est démocratisé d'un point de vue quantitatif et qualitatif depuis les lois Jules Ferry. Ça, c'est le sujet. Donc maintenant, vous avez un certain nombre de questions à développer pour pouvoir répondre à ce sujet. Par exemple, je vais vous en donner une qui prendra peut-être pas beaucoup
de place dans le devoir, mais qui est primordial, c'est pourquoi démocratiser l'école. Vous en donner une deuxième là, qui vous montre un peu le style de questions que vous allez devoir vous poser pour pouvoir déboucher sur la problématique. C'est les lois Ferry ont-elles eu une influence sur la démocratisation? Et cette question-là, pour y répondre, comme on a défini démocratisation en deux termes, vous allez pouvoir apporter une réponse à cette question. Là, vous devez continuer à interroger le sujet pour pouvoir aboutir à votre problématique. Votre problématique, ça sera en fait la réponse au sujet et aux questions liminaires que vous aurez posées.
Alors, si, si on prend l'exemple, on va laisser de côté la première question que je vous ai soumise. Si on prend l'exemple de la question, les lois Ferry ont-elles une influence sur la démocratisation? Quelle, quelle réponse vous en faites? Ouais, non, non, mais là il faut être plus pragmatique, Marc-André. On a travaillé sur la définition des termes quantitatifs, qualitatifs. Donc la question qui est posée, c'est est-ce que les... Et on a travaillé sur la définition du terme système scolaire et on a montré que le système scolaire était basé sur deux écoles hermétiques, l'école du peuple et l'école de l'élite sociale, que ce système est un système inégalitaire, un système peu démocratique. La question qu'on se pose, c'est est-ce que donc, les lois Jules Ferry ont-elles eu une influence sur la démocratisation? Par rapport à toutes les définitions qu'on a données, quelle réponse on peut avoir? La question, elle est très claire. Est-ce que ça a eu une influence sur la démocratisation du système scolaire? Quand on pose quand vous répondez aux questions, vous devez répondre au plus près de la question. Et à partir d'une réponse de cette question, si vous voulez élargir le débat, vous élargissez le débat. Alors, Anthony nous donne déjà une réponse. Et le D, ça a une démocratisation quantitative. Mais est-ce que ça ne demande pas plus de précision? Quelle école a été démocratisée? Comme dit Gillian, c'est l'école primaire. Donc, qu'est-ce que l'on voit?
rien qu'à partir de cette question, on voit la complexité du sujet. C'est que on va devoir croiser dans nos questions et dans nos réponses les notions de quantitatif et qualitatif et d'école, de système scolaire basé sur deux écoles hermétiques et d'un recrutement social différent. Donc, on va avoir un certain nombre de questions qui vont apparaître. À partir de ce que je viens de vous dire, quel autre type de questions vous pouvez vous poser? Alors, finis ta phrase, Anthony. Alors, on verra, Anthony, on verra ça après. Alors, si Henrik, là, tu reprends finalement une autre formulation, mais tu restes toujours sur la même question, parce qu'on va aboutir sur c'est l'école, il y a eu une massification ou une démocratisation quantitative de l'école primaire. Maintenant, ce que je vous proposais, c'est de faire évoluer les questions pour, euh, j'allais dire, préciser le champ de la réflexion. Là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait un croisement entre les deux définitions des termes. Alors, les questions sur lesquelles vous pouvez repartir, c'est de vous demander, par exemple, sur le même, quand on s'est posé la question, les lois Ferry ont-elles eu une influence sur la démocratisation? On a montré que finalement, il y a une démocratisation de l'école primaire, hein, pour résumer, mais il n'y a pas une démocratisation du système scolaire. Donc, ça nous met sur une piste d'un autre axe de réflexion. Quelle démocratisation pour quelle école? Et quand on dit pour quelle école, hein, on fait référence aux deux écoles. Et donc,
Voilà, je reprends parce qu'il faut que je remette le micro. Donc, je disais que vous, vous aviez que la question que je vous avais mis un peu, je vais dire, pour vous mettre sur la piste des questions, hein, quand on se posait la question des lois Ferry ont-elles une influence sur la démocratisation, la réponse, elle vous montre que la réponse, elle est croisée entre le type d'école et le type de démocratisation. Hein. Donc, on peut aller vers une question qui est plus générale, qui est quelle démocratisation pour quelle école? Et on voit bien que quand on dit quelle démocratisation, on a à l'esprit la différenciation entre démocratisation quantitative et démocratisation qualitative. Et on a aussi à l'esprit, dans quelle école, le fait que le système scolaire initial est basé sur deux écoles. Donc, répondre à cette question, quelle démocratisation pour quelle école, ça va déboucher sur quoi finalement? Si je vous pose si je vous pose cette question, quelle réponse vous allez m'apporter? Rappelez-vous le TD qu'on avait fait la semaine dernière, où on avait mis en évidence des étapes. Ben, on voit bien que cette question, c'est la question qui va nous permettre de répondre au sujet et de déboucher sur notre problématique. La réponse à cette question, quelle démocratisation pour quelle école, hein, si on la complète par une question sur l'école unique, va nous permettre de pouvoir poser notre problématique. Ou l'école unique, on peut s'interroger sur l'école unique, ou on peut seulement prendre l'école unique comme étant un outil de démocratisation. Vous voyez, c'est très ouvert. Pourquoi la question quelle démocratisation pour quelle école et la réponse permet d'aboutir à la réponse au sujet.
Ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'était les différentes étapes finalement, les différentes étapes de l'école unique se recouper avec les différentes étapes de la démocratisation de l'un ou l'autre des systèmes. Donc, quand on se pose cette question de quelle démocratisation pour quelle école, on va avoir la réponse à notre question, finalement, d'expliquer comment le système scolaire s'est démocratisé, et on va pouvoir l'expliquer en revenant sur une périodisation. Puisque la semaine dernière, on avait vu dans ces différentes étapes qu'il n'y avait pas de démocratisation des deux systèmes en même temps. Donc, ces fameuses questions, j'ai dit, elles doivent mettre en tension ou en relation les notions de démocratisation et celles de système ou d'ordre qui composaient l'école. Donc, je donne des exemples. Pourquoi démocratiser l'école? Les lois Jules Ferry ont-elles une influence sur la démocratisation? Quelle démocratisation pour quelle école? D'une manière un peu plus précise, quelle démocratisation mise en œuvre? Quelles étapes dans la démocratisation de l'école? C'est un chapelet de questions qui ne va pas forcément s'enchaîner. C'est pour montrer qu'il y a différentes questions que vous pouvez vous poser, mais ces différentes questions, elles vous ramènent à la réponse. Quel ordre s'est démocratisé? Avec quel processus? Quel contexte? Etc. Parce que le questionnement se fait en fonction de la sensibilité de chacun, mais il tournera toujours autour de cet aspect du sujet qui est d'une démocratisation hybride, hein, et d'un système hybride qui est devenu un système unique. Est-ce que ce système, en devenant unique, le système a-t-il permis sa démocratisation? Et donc, je vais vous proposer une problématique possible. Et avant d'aller prendre l'apéritif et de vous nourrir, de vous restaurer, vous essaierez de proposer un plan pour cette problématique. Donc, pour revenir à ce qu'on avait dit au tout début du TD, la problématique, j'ai dit, en réponse à la question du sujet, nous défendrons l'hypothèse. Donc, on voit bien une problématique, ce n'est pas une question, c'est la réponse au sujet. Donc, en réponse à la question du sujet, nous défendrons l'hypothèse qu'en passant progressivement d'une école fonctionnant sur deux ordres à une école unique, le système scolaire français s'est fortement démocratisé en favorisant pour tous l'accès aux études. Cependant, la réussite scolaire comme universitaire, dépendant encore trop largement de l'extraction sociale des élèves, nous dirons qu'il reste encore à démocratiser la réussite pour tous. Donc ici, c'est l'hypothèse que l'on va devoir... Et vous allez devoir construire un plan qui va montrer comment on est arrivé à cela. Donc vous allez devoir dégager des périodes qui vont montrer quelle démocratisation pour quelle école. Et évidemment, comment s'est produit cette démocratisation, à l'aide de quoi, etc. Et tout cela, ça ne pourra s'expliquer que par les contextes. Allez, on va dire encore 5 minutes.
Vous cherchez à structurer un plan. Alors, vous allez avoir, je vais vous mettre les périodes. Une première période qui va des lois Jules Ferry jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Une deuxième période qui va de la Seconde Guerre mondiale, on va dire au milieu, jusqu'à la loi Abi. Et la troisième partie qui va de cette loi Abi jusqu'à maintenant. Alors, Guylaine, quand tu dis il faut en mettre combien, tu parles de quoi? De questions? Tu parles de parties? Et ça, ça dépend des questions. Il n'y a pas de réponse à ça. Je veux dire, moi, si je devais avoir rédigé moi, je me suis un peu cassé la tête pour que vous ayez des exemples de questions, si vous préférez, pour vous montrer qu'on peut intégrer. Mais moi, je me serais posé trois questions. Les questions que j'aurais choisies, elles sont simples. Vous allez avoir hein, le diaporama. Je vais les questions que j'aurais posées. Dans mon introduction, mais peut-être que pour réfléchir, je me serais posé d'autres questions. C'est les lois Ferry ont-elles une influence sur la démocratisation? euh, Quelle démocratisation mise en œuvre? Quelle démocratisation pour quelle étape? Pour quelle école, pardon? Et puis, et puis c'est tout, parce que ces trois questions, elles recouvrent les autres questions que je vous ai proposées.
Bien. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il proposerait de développer dans la première période? Alors, la première partie, je vous ai dit, dans une première partie, nous montrerons qu'à partir des lois Ferry, l'école primaire s'est démocratisée, sinon massifiée. La massification, c'est aussi une autre forme d'expression de la démocratisation quantitative. Le secondaire résistant à cette démocratisation jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, malgré les discours et les mesures prises dans ce sens. Vous, à la lumière de vos notes et de vos cours, vous pourrez essayer de trouver les éléments qui permettent de, de montrer cela. D'accord? La deuxième partie, qu'est-ce qu'on va chercher dans la deuxième partie? La deuxième partie, s'étalant sur les 3 décennies d'après-guerre, mettra en évidence une nécessaire et progressive démocratisation du secondaire, se structurant en différentes filières et reposant sur la sélection des capacités des élèves, condition supposée d'égalité à l'école. Donc ici, on voit bien que je renvoie encore à la notion de démocratisation. Et là, démocratisation encore quantitative, quand on parle d'égalité d'accès à l'école. Et ici, pareil, vous rechercherez dans vos cours ce qui permet d'écrire ce que j'ai écrit. Alors, je vois que Bastien écrit. Le sujet sera un peu différent, mais fonctionnera de la même façon. Ça sera une question sur une période historique. Et il faudra aussi que vous définissiez les termes et que vous croisiez les termes dans votre questionnement pour déboucher sur la réponse. Et la troisième partie, hein, la troisième partie mettra en exergue l'avènement du collège unique en 1975. S'il concrétisait les efforts réalisés pour démocratiser l'accès pour tous et toutes à l'école, il ne parvenait pas à démocratiser la réussite pour tous. Les lois ou mesures prises depuis par les gouvernements successifs s'attachèrent à y parvenir sans grand succès par ailleurs. Donc là, on voit bien qu'on est sur la dernière période dont j'avais parlé lors du TD de la semaine dernière. Alors, pour le plan détaillé, vous pouvez, comment dirais-je, procéder par tirer, mais ce n'est pas un catalogue, c'est-à-dire qu'il y a au moins un sujet, verbe, complément. Et si vous êtes capable d'introduire par une petite phrase
l'élément de votre plan, c'est ça ne peut que vous aider. Pourquoi je dis ça? Parce que cette petite phrase, elle devra être en accord avec votre annonce de plan. Et comme ça, vous évitez le hors-sujet. Un plan détaillé, c'est par exemple un élément du plan détaillé pour la première partie du sujet. Là, ça serait le développement progressif des bourses pour le secondaire. Hein. Et si on veut aller un peu plus loin dans le détail, on va dire on aurait un autre comment tiré qui mettrait les bourses du secondaire permettant l'accroissement du primaire supérieur. Hein, c'est ce qu'on a vu, vous vous rappelez, on avait vu que le développement des bourses avait fait que les enfants issus de l'école primaire, hein, passaient le concours des bourses et allaient dans les écoles primaires supérieures plutôt que de rejoindre les collèges. Et qu'on avait vu que ce concours n'avait pas, que le concours des bourses, les bourses avaient finalement démocratisé le supérieur du primaire ou le secondaire du primaire, alors que le secondaire n'avait pas vu d'augmentation. Et dans ce sens-là, on a une démocratisation quantitative du primaire supérieur ou du secondaire primaire, alors qu'on a une stagnation du secondaire. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Voilà, Mathilde, oui, c'est les idées importantes. C'est ce qui permet de démontrer l'annonce du plan. Donc, on va faire un petit résumé, une petite synthèse de ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, avant de faire la petite synthèse, si vous voulez m'envoyer l'introduction et le plan détaillé, la conclusion, c'est assez facile. Hein. On reprend les éléments, on reprend notre problématique et les éléments qui ont permis de la démontrer. C'est quelques lignes, c'est pas. Si vous pouvez vous appuyer sur ce qu'on a fait aujourd'hui pour m'envoyer introduction, plan détaillé, conclusion. Alors, l'envoyez pas au dernier moment parce que j'aurai pas le temps de le corriger. Hein, mais vous avez 15 jours, si vous voulez, vous pouvez envoyer et je vous enverrai je corrigerai votre travail. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on sait que vous allez devoir répondre à une question et que cette réponse à la question, c'est la problématique. D'accord? La question du sujet, en général, il y a, on va dire, il y a toujours un sous-entendu hein, qui doit être pris en compte pour répondre à la question. Je dis bien en général. Maintenant, comment on arrive à cette question? Un, c'est en définissant de manière fonctionnelle les termes clés du sujet. J'avais l'habitude de dire à vos camarades qui passaient les concours que la définition d'un sujet, elle a deux fonctions. Un, c'est d'identifier le sujet, un peu comme une carte d'identité, qu'on sache de quoi on parle. D'accord?
et deux, de permettre la réflexion. Qu'on sache de quoi on parle pour que le jury soit sur, sur votre même longueur d'onde. Parce qu'on a bien vu que si on ne précise pas les termes, on peut avoir des acceptations différentes. Et le candidat ou l'étudiant, il peut développer une pensée avec son acceptation, et le jury, le correcteur, il peut lire le devoir avec sa propre acceptation du terme, et comme il y a un misfit, eh ben, ça sera toujours au désavantage de l'étudiant ou du candidat. Maintenant, si le candidat a précisé qu'est-ce qu'il entend dans tel terme, et que ce ne soit pas une erreur ou une folie, il n'y a aucune raison que le lecteur ou le correcteur ne prenne pas en compte cette définition. Ça, c'est le premier élément qui est important quand même. Et le deuxième élément qui est au moins aussi important, c'est que ça doit être fonctionnel. C'est que ça doit vous permettre de résoudre le problème. L'exemple de définition fonctionnelle, on voit que Henry qui nous a donné une définition qui était certes la définition du terme de Larousse, mais on voit bien que ce n'était pas fonctionnel parce que ça ne nous permettait pas de répondre au sujet avec discernement, avec nuance. Une définition fonctionnelle, c'était la définition quantitative, qualitative, où on aurait pu avoir démocratisation de la sélection, démocratisation de la réussite, etc. Donc, pensez à ça. Les mots-clés doivent être définis dans cet esprit-là. Ensuite, si ça peut vous aider, vous essayez à partir de la définition de reposer la question du sujet. Quand j'ai passé le concours du CAPES et quand j'ai passé le concours d'agrégation, moi, ça m'aidait bien. Et après, j'ai eu des étudiants comme des collègues en formation, ça les aidait bien. Mais je conçois bien que pour certains, ça peut être plutôt une corvée ou quelque chose d'inutile. Ensuite, vous allez interroger le sujet, que vous l'ayez reformulé ou pas, en croisant les éléments que vous avez définis, en croisant les définitions. Vous avez bien vu que sur le sujet, les questions que j'ai posées et la problématique à laquelle j'aboutis, elles croisent les notions de démocratisation quantitative, de démocratisation qualitative avec l'école à deux systèmes et l'école unique. Et que c'est le croisement et la mise en relation de ces définitions qui me permettent d'aboutir d'une part à la réponse et d'autre part à la répartition de cette réponse en période. Alors, vous avez des garde-fous. Le premier garde-fou, c'est est-ce que votre problématique répond au sujet, à les questions du sujet. Ça, c'est le premier garde-fou. Le deuxième garde-fou, c'est est-ce que l'annonce de mon plan, est-ce que les parties que j'énumère dans mon plan étayent ma problématique. À un deuxième niveau, est-ce que mes parties répondent partiellement à mon sujet? Ces choses-là, vous devez prendre l'habitude de les faire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques?
Je vois que j'ai l'impression que Gillian a une question, une remarque à formuler. Non, en général, ça, je vous renvoie au cours que vous avez déjà eu avec Monsieur Lepage et d'autres. Hein. Dans une introduction, il y a une phrase de contextualisation ou qu'on appelle aussi l'accroche. D'accord? Hein. Vous avez aussi, vous allez rappeler un peu le sujet. Hein, le sujet nous invite à réfléchir sur la démocratisation du système scolaire français depuis la fin du XXe siècle, la fin du XIXe siècle. Euh, Puis vous enchaînez, mais quelles étaient les caractéristiques du système scolaire à la fin du 20e siècle, du 19e siècle, etc. Que doit-on entendre par démocratisation? Est-ce que ça répond à ta question, Gillian? Bon, ben, si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres remarques, je vous souhaite un bon appétit et un bon courage si vous avez cours cet après-midi. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer votre travail, on va dire jusqu'à mercredi prochain. Là, ils écrivent et